Bonsoir tout le monde. Ici le 7 juin 2016. Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde ici ce soir et en ligne également. Nous avons autour de la table conseiller Boudria, conseillère Briand, conseillère Burns, conseillère Doré, conseiller élève Damma, conseillère élève Despatie. Nous avons conseillère Pilon, conseiller mariage, conseiller Lemelin, conseiller Thibodeau va se joindre à nous. Et en ligne, conseillère Tremblay. Bonsoir. Bonsoir. Et conseiller Poirier peut-être? Parfait. Et autour de la table, au niveau de l'administration, nous avons Mme Bergeron, nous avons M. Nemery au niveau des communications. Donc, bienvenue à votre première rencontre ce soir. Nous avons M. Dubois, nous avons M. Dupuis, j'ai Mme Congé, Mme Chartrand, Mme Matt, Mme Ricard, M. Barre, j'ai M. Villeneuve, Mme Letang, M. Sirois, et j'ai également toute l'équipe, M. Belrose et Mme Brisson et l'équipe des finances. Et nous avons également notre nouveau surintendant, M. Marc Bertrand, dans la salle également. Donc, bienvenue. Alors, bienvenue à tout le monde. Nous allons commencer avec la prière. Donc, conseiller Briand, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, sois avec nous, Dieu, pendant cette réunion. Aide-nous à ouvrir nos cœurs et nos esprits pour que nous puissions entendre ta parole et sentir ton désir pour notre travail. Fais que nous ne soyons pas intimidés par les défis auxquels nous faisons face, mais laissons-nous plutôt découvrir ce que tu veux qu'on réalise par notre travail. Guide-nous à reconnaître et respecter les nombreux talents et cadeaux qui nous entourent ici aujourd'hui. Nous te le demandons en ton nom. Amen. Merci beaucoup, conseiller Briand. Maintenant, avec l'ordre du jour, est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter, des changements qu'on va apporter? Merci. Donc, que soit adopté tel que présenté l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil des écoles catholiques centristes, 7 juin 2016. Proposé par la conseillère Briand, appuyé du conseiller Thibodeau. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci. Au niveau des procès-verbaux, donc, on avait la séance ordinaire du 24 mai 2016. Est-ce qu'il y a des changements à apporter? Sinon, que soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mai 2016, tel que présenté lors de la séance ordinaire du CECCE du 7 juin 2016. Proposé par conseillère Doré, appuyé du conseiller mariage. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci. Est-ce qu'il y a des questions qui découlent au niveau de la séance du 24 mai? Non? Parfait. Le point 8, 8.1, politique 3.1, la planification financière et budgétisation, donc les prévisions budgétaires pour 2016 et 2017. Monsieur Sirois. Merci, Madame la Présidente. Avant de passer la parole à Yvon et Christine, j'aimerais mentionner que ce soir, on présente un budget équilibré. Et bien qu'il y avait des pressions budgétaires dues à des restrictions budgétaires du gouvernement et d'ajout de certains services au sein du Conseil, on avait une pression budgétaire d'environ 5,1 millions de dollars. Malgré cette pression-là et un exercice assez difficile pour joindre les deux bouts, je peux vous dire que ça s'est fait dans un climat très sain, où j'ai apprécié la collaboration de tous mes collègues autour de la table, mais également le travail exceptionnel des services des finances qui ont facilité mon travail dans la compréhension parce que je devais m'approprier ce budget-là. C'était la première fois que je le vivais au sein de ce conseil-là. Et puis, par la façon qu'ils ont monté le budget, ça a été pour moi très facile de me l'approprier et puis de comprendre les enjeux autant stratégiques, la planification stratégique du Conseil, mais autant les enjeux au niveau des écoles. Et puis, je leur lève mon chapeau parce que vous avez facilité mon travail dans cet exercice-là. Et certainement le travail autour de la table du CG est facilité. Je dirais pas que c'était des décisions faciles, mais on avait toutes les données pour prendre de bonnes décisions. Donc, je tiens à vous féliciter. Merci infiniment. Yvon, je te passe la parole. Merci, M. Roy. Monsieur Sirois, c'est vrai. Ça faisait 4 mois que je n'avais pas fait l'erreur. On va dire que c'est à cause de la nervosité. Maintenant, le déroulement de la séance, du moins de la présentation, on va faire une mise en contexte, les faits saillants du budget, les revenus, les dépenses. Christine pourra faire la présentation et le fonds de réserve. Et après, le plan d'amélioration du Conseil, notre plan stratégique
année 2 et la recommandation à la fin. La mise en contexte, bien, en février 2016, le Conseil fixait 5 objectifs prioritaires qui allaient guider finalement la préparation budgétaire. Donc, la poursuite des efforts pour améliorer les résultats de performance et les indicateurs qui les requièrent, transformer l'expérience d'apprentissage, recruter et retenir plus d'élèves, optimiser les processus et assurer une saine gestion en incluant la gestion des risques. Naturellement, il y a eu tout un processus de consultation qu'on va vous expliquer un peu plus tard et nous avons eu le détail des subventions en mars dernier. Naturellement, tout notre travail a été basé dans l'esprit de supporter l'atteinte des résultats fixés en fonction des 5 objectifs. Mais aussi, ce qui était important pour le Conseil, c'était de maintenir les services actuels. Ça, c'était un élément important, puis il faut que nos moyens soient en mesure de les supporter. Maintenant, ce qu'on vous présente ici, c'est le cycle annuel de planification. Nous sommes à l'étape 5 à votre gauche, où précédemment, il y a eu tous les processus d'analyse de données, l'établissement des objectifs, l'identification des moyens et préparation budgétaire. Et maintenant, on est à l'étape de la présentation budgétaire dans l'optique d'une approbation. Le sommaire budgétaire, une vue globale, on parle d'un budget équilibré de 325 millions, dont 19,5 millions sont ciblés pour le plan d'amélioration du Conseil et aussi le plan stratégique. Et il y aura une présentation un peu plus loin dans la séance où Mme Brisson vous montrera le détail de où est distribué l'ensemble des dépenses. Les prévisions budgétaires, l'enveloppe, il y a un élément, on a un budget équilibré, mais par contre, l'enveloppe administrative est déficitaire de 169 000 pour 2,1 %. Les prévisions budgétaires respectent les modalités prévues selon la politique du Conseil de planification. Donc, ça inclut une augmentation des effectifs, ça inclut des ressources nécessaires pour mettre en œuvre une mise en œuvre optimale des priorités, repose sur un plan sur plusieurs années, puis contient suffisamment d'informations pour les conseillers scolaires et les membres du personnel, distingue la différence entre les postes d'immobilisation et les postes d'opération, établit un flux de trésorerie, naturellement les hypothèses de planification, est équilibré, puis pour ce qui est des membres du Conseil, est au moins égal à l'allocation prévue à cette fin. La croissance des effectifs, on parle d'une croissance de 368 élèves, dont 1,7 % d'augmentation. Les pressions budgétaires ont été de l'ordre de 5,1 millions et n'ont pas pu être absorbées seulement par la croissance. Par contre, le budget équilibré a été fait sans coupure de poste et sans diminution de programme ni de services. Au niveau des faits saillants toujours, l'embauche d'employés, 44,3 employés supplémentaires seront embauchés. Il faut comprendre aussi qu'on est en croissance et que nous rouvrons 2 nouvelles écoles et un pavillon dès septembre prochain. Donc, ça aussi a pour effet d'ajouter finalement au niveau du personnel. Donc, on parle de 28 nouveaux enseignants dans les différentes catégories et on parle de 16,3 employés supplémentaires dont vous avez la liste à l'écran. Et vous pourrez consulter à la section 10 de la présentation du cahier budgétaire la présente présentation et elle sera sur le site éventuellement. Et fait saillant, des investissements pour assurer la performance. L'objectif numéro 1 étant de poursuivre les efforts pour améliorer les résultats de performance et les indicateurs qui les requièrent. On a investi 2,7 millions pour la stratégie de construction identitaire, 2,1 millions pour la stratégie d'appui aux écoles moins performantes, 2,1 pour l'appui et l'accompagnement pour la littératie et numératie,
2,6 millions pour la stratégie portant sur la bienveillance, la santé et le bien-être. Objectif numéro 2, des investissements pour assurer le positionnement et le développement stratégique, donc transformer l'expérience d'apprentissage. 1,4 million pour maintenir les leads du profil de sortie des élèves. 200 000 pour offrir un accompagnement et une formation aux leads du profil de sortie des élèves. 120 000 pour la participation de 10 écoles au réseau international NPDL. 60 000 pour des stratégies d'accompagnement en pensée critique, mathématiques, arts, technologie et ingénierie et des sciences. 60 000 pour maintenir des partenariats au service de la mise en œuvre des 5 champs d'action de la transformation de l'expérience d'apprentissage. Toujours dans l'objectif prioritaire 2, transformer l'expérience, 360 000 pour maintenir les 6 postes en appui à l'utilisation de technologies pour l'apprentissage. Et ces postes, ce sont des informaticiens qui sont directement dans les salles de classe avec les enseignants. 155 000 pour mettre en place des projets d'innovation pédagogique dans les écoles. 50 000 pour le programme de l'enseignement personnalisé pour répondre au nouveau profil de sortie de l'élève. 28 500 pour une journée pédagogique centralisée. 20 000 pour la participation au sommet de l'innovation. Objectif prioritaire numéro 3, recruter et retenir plus d'élèves. 370 000 pour des stratégies de recrutement et de rétention. 70 000 pour la stratégie des nouveaux arrivants. 55 000 pour l'ajout d'un service préscolaire du programme Petits Pas à 3 qui sera dans l'Ouest, puisque suite à des analyses et des demandes, on a réalisé qu'il y avait un besoin dans l'Ouest et ça sera ciblé dans les prochaines semaines. Les analyses sont en train de se terminer. Au niveau des faits saillants, optimiser les processus, donc 130 000 dans l'optimisation des processus à valeur ajoutée. L'objectif numéro 5, assurer la saine gestion, incluant la gestion des risques. 475 000 pour la gestion des risques en provenance d'un fonds de réserve. 300 000 pour le développement de la relève, aussi en provenance de fonds de réserve. Et 66 700 pour la poursuite de la mise en œuvre du site Internet. Maintenant, un tableau résumant pour chacun des objectifs, les montants investis, donc en construction identitaire, un investissement 8,7 millions, appui aux écoles moins performantes, 2,1 millions, littératie, numératie, 2,1 millions, bienveillance, santé, bien-être, 2,6 millions, et pour ce qui est du plan stratégique, la transformation de l'expérience d'apprentissage, tout près de 2,5 millions, recrutement et rétention, tout près de 500 000 l'optimisation des processus, 130 000 et la saine gestion des risques, 840 000 pour un total de tout près de 20 millions pour supporter les objectifs stratégiques du Conseil. Maintenant, je vais passer la parole à Mme Brisson qui nous fera la présentation des revenus et des dépenses du budget. Donc, merci, M. Belrose. Bonsoir, chers conseillers, M. Sirois et membres de l'administration. Donc, moi, je vais vous présenter l'aspect plutôt technique au niveau de la présentation du budget. Donc, comme on peut voir... Oh, excusez-moi. Donc, comme on peut voir à la diapositive 17, le financement de la province va totaliser 22,9 milliards de dollars, qui est une augmentation de 300 000 dollars par rapport à cette année. C'est quand même une augmentation assez légère, compte tenu qu'il y a des augmentations au niveau des ententes collectives, mais au niveau de la province, il y a quand même une décroissance d'effectifs. Donc, je regardais ce matin justement dans les profils de la province. Alors que nous, on est en croissance d'effectifs au niveau de la province, il est prévu qu'il y aurait 2050 élèves de moins qui est planifié dans le budget 16-17 de la province. Pour notre conseil, on va être quand même en augmentation de 6,5 millions ou 2% au niveau des revenus du conseil. À la prochaine diapo, donc ici, on fait un bilan générique de l'augmentation de 6,5 millions. Vous avez là, dans le tableau à gauche les 7 éléments qui composent l'augmentation
prévus pour l'an prochain. On va voir sur les prochaines diapositives un peu le détail de ces ajustements-là qu'on a inclus dans le budget 2016-2017. Donc, le premier élément, c'est les négociations collectives. Donc, au niveau des subventions, le ministère a inclus dans les revenus les augmentations économiques pour le personnel enseignant et non enseignant. Donc, c'est une augmentation d'1% à partir du 1er septembre et 0,5 à partir du 98e jour de l'année scolaire. Donc, quand on le regarde sur une année, ça l'équivaut à 1,25% d'augmentation au niveau des salaires. Il y a aussi le rétablissement de la progression de la grille salariale qui est effectif aussi le 1er septembre 2015 et se poursuit en 16-17. Au niveau du plan de congé acquis, le budget prévoit l'hypothèse que chaque enseignant sera absent au moins une journée de moins et que la moitié de l'économie va retourner au conseil et l'autre moitié, il y a une réduction du financement de 168 000 là, que le ministère a retranché des subventions. Au niveau de les gratifications de retraite, donc nous serons dans l'année 5 de 12 pour diminuer le pourcentage des seuils repères au niveau des avantages sociaux qui atteindra le 2% une fois que la mise en œuvre des 12 années sera complète. Maintenant, le volet 2 des changements, donc les impacts des changements aux formules de financement. Donc, une pression budgétaire en 16-17 de 1,3 million. Donc, il y a deux volets dans le tableau. Donc, le volet A, le ministère, sous sa stratégie des mesures d'économie et de modernisation pour les conseils scolaires, a 4 volets. Donc, si on regarde la colonne D 2016-2017, c'est une diminution de 800 000 $ qu'on prévoit pour 16-17. Le gros de cette diminution-là, c'est surtout au niveau de la subvention pour le fonctionnement des écoles qui sera éliminée là, sur l'ensemble des 3 années, qui prendra fin l'an prochain. Donc, c'est un financement qui était attribué pour les écoles qui étaient sous-utilisées, qui va prendre fin l'an prochain. Ensuite, le volet B, on a la mise en œuvre des changements au niveau de l'enfance en difficulté et de l'administration pour un total de 1,3 million. Donc, si on regarde aussi la dernière colonne E, en 2017-2018, on anticipe une pression budgétaire là, de 1,4 million sur les revenus pour l'an prochain. Ici, je vais passer rapidement. Donc, c'est le détail du volet A de la diapo qu'on vient de voir. Donc, essentiellement, c'est l'élimination du financement complémentaire au niveau du fonctionnement des écoles, une perte de 1,8 million sur 3 ans. Et au niveau du deuxième volet, au niveau d'ordre géographique, donc, c'est une perte de 400 000, un peu moins importante. Le ministère a mis à jour des données géographiques là, qui a fait en sorte que les subventions ont varié d'un conseil à l'autre. Et la subvention aussi de base pour les écoles. Ici, nous faisons un gain de 300 000 sur 3 ans. Et c'est un financement qui est redirigé des écoles qui sont de très petite taille, qui ne sont pas en région éloignée, qu'on redirige vers des écoles plus grandes et en région éloignée. Ensuite, au niveau du volet B, des changements de formule de financement, donc évidemment au niveau de l'enfance en difficulté, c'est une mise en œuvre sur 4 ans, donc nous serons à la 3e année l'an prochain. C'est une perte de 2,1 millions. Puis on a 2 diapositives aussi qui vont suivre sur l'enfance en difficulté. Au niveau de l'administration des conseils, donc c'est un gain de 300 000 là, sur 4 ans. On verra que l'an prochain, en 2017-2018, l'enveloppe des dépenses administratives sera presque équilibrée à raison d'environ 80 000 $ et on anticipe qu'avec la croissance des effectifs prévus pour 17-18, on devrait avoir atteint l'équilibre au niveau de l'enveloppe administrative. Maintenant, les 2 prochaines diapos, c'est les diapos sur l'enfance en difficulté, donc on vous présente à chaque année. Donc, la nouvelle formule de financement se veut une formule qui va être transférée à un montant par élève sous le volet besoins élevés vers un modèle qui mesure différents facteurs. On appelle ça le modèle de mesure de variabilité, un modèle de prédiction
Je peux vous dire, c'est quand même un modèle qui est assez complexe à calculer. Il y a beaucoup de facteurs et il y a aussi un montant de base là, de 450 000 pour chaque conseil. La réduction pour notre conseil, c'est de 2,1 millions sur 4 ans. Si on regarde le petit tableau au bas de l'écran, l'année 4, on anticipe une réduction d'à peu près 700 000 $ pour finir l'année 4 de la pleine implantation du changement de financement. Je tiens à vous faire remarquer aussi que la réserve en enfance en difficulté est de 2,8 millions au 31 août. Donc ça va nous permettre de mitiger certaines pressions qui seraient à venir dans les prochaines années, jusqu'à ce qu'on puisse trouver là, des pistes pour absorber les pressions au niveau de l'enveloppe d'enfance en difficulté. Ici, c'est la diapo qu'on vous présente à chaque année sur l'état de l'enveloppe d'enfance en difficulté. Donc, je vous dirigerai vers la dernière ligne qui est surplus déficit. Donc, cette année, au budget révisé, on planifie un déficit de 637 000 $. Et pour l'an prochain, le déficit va augmenter à 1,8 million. C'est un écart d'à peu près 1,2 million entre les deux années. L'explication de la variation, je dirais, il y a 3 éléments. Le premier, c'est évidemment le changement de la formule de financement, donc il y a moins de revenus. Le deuxième élément, dans les faits saillants, on a quand même ajouté 5 nouveaux éducateurs qui vont travailler principalement au niveau de l'autisme. Et aussi, le troisième élément, ce sont la progression salariale du personnel non enseignant qui est non financé. Je tiens quand même à préciser que le 1,8 million en déficit ici sur le tableau est absorbé dans l'ensemble du budget du Conseil, ce qui veut dire que le Conseil investit 1,8 million de plus en enfance en difficulté que la subvention. Maintenant, au niveau de l'entretien et du transport, donc c'est au niveau du fonctionnement des écoles services publics. Donc, c'est un financement supplémentaire de 620 000 $ pour l'augmentation des repères et de la croissance. Donc, comme à chaque année, le ministère investit dans les repères non salariaux pour toutes les augmentations au niveau de l'entretien des écoles de 2 %. Et au niveau des coûts d'électricité, c'est une augmentation de 3,5 %, qui est un peu plus moindre que l'année passée. Là, je pense que l'année passée, c'était 7,2 %. Au niveau du transport, le financement supplémentaire de 360 000 $ dû à la croissance d'effectifs. Et aussi, le ministère inclut une augmentation économique des coûts de 2 % pour les conseils qui affichent des déficits, ou un léger surplus. Donc, l'an prochain, en 2016-2017, ça sera la première année que le Conseil va bénéficier de cette subvention-là, qui sera 86 000 $, compte tenu que notre déficit de surplus de 2015-2016 est moindre que le 2 %. On prévoit quand même un déficit dans l'enveloppe de transport de 248 000 $ en 2016-2017. Au niveau des immobilisations, donc le plan du ministère sur 3 ans, qui sera la dernière année de ce plan-là, au niveau de la réfection et de l'amélioration de l'état des écoles, donc le Conseil va recevoir une somme de 3,3 millions pour l'amélioration de l'état des écoles, qui est sensiblement la même somme que cette année. Au niveau des locaux temporaires, ça c'est l'achat de classes mobiles pour la croissance des effectifs, ça sera une somme de 924 000 $. Ici, c'est quand même une réduction assez importante comparativement à cette année, puisque cette année, l'enveloppe est de 1,6 million. Donc, une réduction de 171 000 à cet effet-là. Puis, on voit que c'est une subvention qui est appelée dans les dernières années à diminuer. Ensuite, le ministère, en 2016-2017, continue à financer les subventions spéciales qui sont à l'extérieur des SBE. Donc, il va injecter en province 104 millions pour lequel nous avons inclus les éléments qui ont été confirmés par le ministère là, dans le budget, là, dans la catégorie « Autres dépenses ». Donc, vous avez certains éléments qui se retrouvent dans ces subventions spéciales-là. Vous avez l'utilisation communautaire, les programmes des leaders de la petite enfance. Il y a des fonds aussi pour la technologie et l'apprentissage et le bien-être et sécurité dans nos écoles. Maintenant, du côté des dépenses,
Donc, ici, vous avez une tarte des dépenses de 322 millions qui est inclus dans le budget. Donc, comme on peut voir, le gros de la partie au niveau de cette tarte-là, le jaune, ça représente 74 %, qui est tout le volet enseignement. Donc, c'est toutes les dépenses qui sont associées aux écoles, que ce soit les titulaires de classe, les éducateurs, les professionnels, les directions, les secrétaires d'école. Donc, on voit que le gros du budget est consacré aux rubriques d'enseignement. Ensuite, vous avez dans la tarte, là, un peu plus à droite, au niveau des installations, vous avez 14 %. Donc, ici, c'est là où on retrouve tous les coûts pour entretenir nos écoles. Vous avez les coûts d'amortissement aussi qui se retrouvent dans cette rubrique-là. Ensuite, vous avez au niveau du transport, 5,3 %. Au niveau de l'administration, c'est 2,9 % du budget. Il y a 2,3 % aussi du budget pour les activités financées par les écoles. Donc, ici, on retrouve toutes les collectes de fonds dans les écoles. Et dans les autres charges, c'est 1,4 % qui sont les subventions spéciales au niveau du conseil qu'on vient de voir à la diapositive précédente. Donc, les dépenses prévues pour l'an prochain augmenteront de 4,6 millions. Donc, vous avez ici dans l'encadré les différentes rubriques qu'on vient voir dans la tarte au préalable. Donc, au niveau de l'enseignement, le gros de l'augmentation est consacré aux rubriques d'enseignement pour 4,8 millions. Ensuite, une augmentation dans les installations de 1,5 million, donc pour l'entretien de nos écoles et aussi l'amortissement. Au niveau du transport, c'est une augmentation de 100 000. Au niveau de l'administration, les dépenses sont restées au même niveau que 2015-2016. Et dans la rubrique « Autres charges », il y a une diminution d'1,8 million. Mais je tiens à faire remarquer que cette dépense-là est aussi contrebalancée par une réduction de revenus. Ce sont toutes les subventions spéciales qui figurent dans cette rubrique-là, pour lequel le ministère n'a pas encore tout annoncé le plan là, des subventions spéciales qui va venir à l'automne. Donc, dans la révision budgétaire qu'on va vous présenter au mois de janvier, vous allez sûrement avoir un ajout de dépenses, un ajout de revenus par rapport à cette rubrique-là. Au niveau de l'allocation des conseillers et conseillères scolaires, comme le veut la politique, c'est de prévoir un montant égal ou supérieur à l'allocation que le conseil reçoit, dont l'allocation de 172 657. Au niveau du budget des dépenses, on prévoit 175 943, qui inclut les honoraires pour 120 000 et des autres dépenses de déplacement et de formation de 55 000. Ensuite, à la rubrique administration haute, on prévoit la cotisation annuelle de la FO CSC de 105 000 et aussi un montant de 129 000 pour les activités reliées aux relations de travail, ce que le ministère a répété pour une deuxième année. Donc ici, on a une dépense et aussi on a un revenu. Et on prévoit aussi à la ligne manuel scolaire et fournitures la cotisation de l'OPECO qui totalise 34 275 pour l'an prochain. Maintenant, au niveau des fonds de réserve, le premier élément, donc le budget prévoit le versement au fonds des remplacements des dispositifs numériques, donc tout le remplacement d'ordinateurs. Donc, on prévoit le versement d'1 million. Donc, au 31 août 2017, à la fin de l'exercice 16-17, nous aurons une réserve de 3,1 millions pour le remplacement futur dans les années futures pour l'équipement qui deviendra désuet et nécessitera un remplacement. Ensuite, on verse à chaque année 100 000 $ pour le maintien des actifs du siège social ici. Donc, ici, c'est pour remplacer les équipements majeurs, que ce soit les distributeurs électriques, les chaudières, et aussi faire certains petits projets de rénovation comme les couvre-planchers, les toitures, la peinture. Donc, au 31 août 2017, on prévoit que la réserve sera de 420 350 $. Le troisième élément, c'est le fonds de réserve pour la mise en œuvre du plan stratégique. Donc, comme on peut voir à la colonne A, on a approuvé cette année une enveloppe de 4,1 millions de dollars pour une utilisation de 2,1. Donc, il reste un fonds au 31 août 2016 de la présente année de 2 millions. Donc, le budget de l'année 2016-2017 prévoit l'utilisation de 1,4 million
du 2 millions. Donc, il restera là, 560 000 à la fin de l'exercice pour utilisation future. On peut voir cependant par le tableau que le besoin au niveau du budget pour la pleine mise en œuvre du plan stratégique est de 6,4 millions. Donc, il y aura un manque à gagner d'environ 2,2 millions pour compléter le plan sur la durée des 4 ans. C'est bon? Oui. Tu veux ton micro? Merci. J'ai besoin du micro. Maintenant, à ce stade-ci, on va parler du plan d'amélioration du Conseil et de toutes les stratégies qui vont être déployées sur le terrain pour être en mesure d'atteindre les objectifs, d'atteindre les résultats que le Conseil a visés. Mais tout ça a passé comme première étape dans un processus aussi de consultation. On a fait aussi ce qu'on a appelé de la consultation différenciée, c'est-à-dire que chaque groupe, on a adressé des objectifs en fonction de chacun des groupes pour aller chercher des commentaires sur les stratégies que le Conseil voulait mettre en place, pour aller chercher des commentaires pour voir si vraiment chacun des groupes favorisait une telle ou une telle stratégie. Donc, il y a eu des sessions de consultation autant pour les directions d'école, directions adjointes que le réseau des élèves. Et il y a eu aussi un sondage en ligne, les différents groupes, là, que ce soit les membres du conseil d'école, CCED, les représentants syndicaux et aussi les directions adjointes dans les écoles et les services. Et les résultats, la majorité des répondants ont mentionné que les stratégies étaient adéquates pour atteindre les objectifs, mais on nous a fait quand même commentaires et suggestions, à savoir accroître la formation et l'accompagnement de différents niveaux de personnel, dont les enseignants, les éducateurs, le personnel de direction, les suppléants, même les surveillants du midi et même aussi les parents. Donc, le budget présenté ce soir tente de répondre à l'ensemble de ces suggestions. Et on nous a aussi suggéré de considérations opérationnelles, donc d'adapter la mise en œuvre en fonction des réalités opérationnelles pour ne pas mettre trop de pression sur le système pendant la mise en œuvre du déploiement des objectifs. L'objectif numéro 1, qui était de poursuivre les efforts pour améliorer les résultats de performance et les indicateurs qui les requièrent. On vous présente ici un tableau qui était monté, suite à l'analyse des données. On commence par l'analyse des données en novembre. On vous a présenté le cycle tantôt des prévisions. Ce que l'administration voulait faire, c'est de voir au niveau de chacune des écoles, les écoles qui ne rencontrent pas le seuil de réussite, les écoles qui rencontrent le seuil, mais qui restent une amélioration à apporter suite à certains objectifs. On a aussi regardé les écoles qui ont une tendance à ce qu'on appelle stagnante et naturellement les écoles qui ont des tendances à la baisse. Et en fonction des résultats de la performance que le Conseil fixe via les objectifs, on a identifié des indicateurs. Donc, les élèves cheminent dans leur construction identitaire et catholique. On a mis des indicateurs sentiment d'appartenance à l'école, utilisation du français. Et tout ça dans la stratégie est présenté dans la stratégie construction identitaire. Donc, le tableau va guider les prochaines présentations en fonction des objectifs visés à cette étape-ci. Les élèves font preuve de pensée critique, utilisent de manière efficace les nouvelles technologies et réussissent dans leurs études. Naturellement, il y a des stratégies, des indicateurs au niveau des pourcentages qui ont un rendement de niveau 3 ou 4 dans les différentes sphères, et tout ça pour appuyer aux écoles moins performantes, les stratégies en littératie et en numératie. On va voir plus loin les stratégies qui vont être déployées. Maintenant, au niveau du résultat 3.3.1, ne néglige pas d'obtenir des résultats élevés au niveau de la satisfaction générale des parents, des élèves, de leur satisfaction au niveau de l'accueil et de la bienveillance des écoles. Il y a différents indicateurs qui sont cités ici, dont le sentiment de sécurité dans la cour d'école lors du midi, les élèves qui disent que les adultes agissent quand un élève est intimidé,
Les élèves qui disent trouver facilement un adulte attentif quand ils en ont besoin. Les élèves qui disent que les enseignants trouvent le temps de les aider quand ils en ont besoin. Et tout ça dans la stratégie 5 qui est bienveillance et santé et sécurité, qu'on va voir les objectifs et les stratégies de déploiement qui vont être mises en œuvre. Le 4.2.1, les élèves sont autonomes et capables de communiquer et de collaborer efficacement. Donc, les indicateurs seraient les élèves qui disent apprendre à développer de bonnes habitudes de travail, les élèves qui disent apprendre à développer leur sens des responsabilités à l'école, et ceci encore dans l'objectif 5, bienveillance et santé et sécurité. Maintenant, au niveau des stratégies de la construction identitaire, en fonction du tableau que je vous ai présenté précédemment, l'objectif étant accroître le nombre d'élèves qui tiennent à leurs écoles parce qu'elle est catholique et qui peuvent s'exprimer spontanément en français, principalement oral. La stratégie pour toutes les écoles, ce serait de développer et harmoniser les outils en lien avec l'habilité d'apprentissage et l'habitude de travail, utilisation du français oral, afin de développer une compréhension commune des critères d'évaluation. Naturellement, il y aura un comité qui sera formé pour être en mesure d'harmoniser les outils et les pratiques. L'autre stratégie pour toutes les écoles serait de sensibiliser et outiller le personnel face à son rôle dans le développement de la construction identitaire. Accroître les connaissances de base du personnel sur le plan de la foi catholique. Naturellement, à ce stade-ci, on parle de stratégie de formation du personnel et aussi maximiser l'utilisation des animateurs pastoraux et culturels, principalement dans les écoles secondaires. Après ça, l'autre stratégie, soutenir les réseaux afin d'accroître la visibilité de la catholicité et de la francophonie dans nos écoles. On parle d'augmenter les activités et utiliser les réseaux sociaux pour faire connaître finalement les stratégies et les bons coups par rapport à cet élément-là. Pour toutes les directions d'école, toujours dans la même stratégie, poursuivre l'accompagnement des directions d'école dans leur rôle pour accroître la capacité du personnel à actualiser la construction identitaire des élèves, donc faciliter et promouvoir le réseautage entre les écoles lors de tables élémentaires et secondaires principalement. Maintenant, au niveau de la littératie-numératie, l'objectif en littératie, c'est accroître le nombre d'élèves qui atteignent ou dépassent la norme provinciale en lecture et en écriture, 3e, 6e année, ainsi qu'au TPCL 10e. Objectif en numératie, accroître le nombre d'élèves qui réussissent le test de l'OCRE en 3e, 6e, 9e appliqué et théorique. Et les stratégies s'appliquent aux deux objectifs, c'est-à-dire pour les écoles en défi de performance, accompagnement ciblé et coaching du personnel scolaire, éducateurs enseignants des écoles en défi de performance. Et cette stratégie-là est déployée dans chacune des écoles, tandis que la suivante, les sessions d'apprentissage professionnel offrant des modules de formation et de pratique, ce sont plus des formations systémiques, donc à l'extérieur de l'école pour être en mesure justement de former, d'expliquer les stratégies pour être mises en place dans les écoles par la suite. Toujours en littératie, pour toutes les autres écoles c'est des sessions d'apprentissage professionnel offrant des modules de formation et de pratiques réflexives, ceci associé avec des carrefours d'apprentissage professionnel. Et maintenant, pour toutes les directions, des sessions d'apprentissage professionnel et groupes de co-développement offrant des modules de formation et pratiques réflexives axés sur une compréhension en profondeur des processus et des outils, encore une fois lors des tables élémentaires et secondaires pour être en mesure d'échanger les bonnes pratiques. Appui aux écoles moins performantes, objectif numéro 2, accroître la performance des écoles qui connaissent des défis de performance. La stratégie, déploiement stratégique de ressources humaines et budgétaires visant à accroître la capacité du personnel. Donc, on parle ici de formation du personnel, on appelle des cliniques en lecture et en mathématiques après les heures de classe. Maintenant, au niveau de la stratégie numéro 5, bienveillance en santé et en sécurité, objectif, accroître le nombre d'élèves qui trouvent que leur école offre un milieu scolaire sécuritaire et bienveillant, notamment
en matière de sentiment de sécurité à l'école et en gestion efficace de l'intimidation, la 4e à la 12e année, disent que dans leurs écoles, les élèves qui ont besoin de se confier trouvent facilement un adulte attentif, disent que les membres du personnel enseignant trouvent le temps de les aider quand ils ont besoin d'aide supplémentaire, apprennent à développer de bonnes habitudes de travail et leur sens de responsabilité de la 7e à la 12e année. Et stratégie. Améliorer la capacité des équipes écoles à mettre en œuvre des éléments essentiels à la création d'un climat scolaire positif et sécuritaire. Améliorer la capacité des adultes à faire la supervision active lors de temps non structurés. Améliorer la capacité des adultes à intervenir lors de situations d'intimidation. Et outiller la communauté de l'école à mieux comprendre la santé mentale afin de promouvoir le bien-être de chaque élève. Maintenant, au niveau du plan stratégique, année 2. Transformer l'expérience d'apprentissage. Le résultat visé, développer et mesurer des compétences du 21e siècle, globales et mondiales, pour la pensée critique, la compétence informationnelle et l'entrepreneuriat. Les indicateurs en développement, le niveau d'engagement de l'élève, la réussite des élèves en pensée critique, mise en œuvre des champs d'action de la transformation de l'expérience d'apprentissage, impact de la transformation sur l'engagement de la réussite des élèves. Maintenant, les stratégies. C'est seulement un résumé parce qu'on aurait pu en mettre 2 à 3 pages. La stratégie, maintenir l'équipe de leadership. Donc, on parle ici d'alignement et d'harmonisation avec les écoles. Approfondir l'apprentissage hybride, on parle d'un accompagnement par la formation et la collaboration. Poursuivre la recherche sur l'innovation au 21e siècle. Conceptualiser un modèle d'école innovante, donc participer au sommet sur l'innovation. Accompagner les leads du profil de sortie d'élèves, donc développer par du coaching. Développer le mouvement Maker Creativity. Collaborer avec des experts, participer au réseau international NPDL. Il y a 10 écoles qui vont y participer. Poursuivre l'accompagnement de pensée critique et intégrative, donc on parle de formation adaptée. Puis poursuivre la collaboration au virage à l'ère numérique avec le MEO. Maintenant, recruter et retenir un plus grand nombre d'élèves. L'objectif, naturellement, d'en recruter et d'en retenir davantage. Les produits livrables, un plan d'action et une stratégie de recrutement et de rétention. Une offre élargie de services préscolaires aux parents, donc garderie préscolaire, programme Petit Pas à 3, programme préscolaire communautaire. Donc, comme je l'ai mentionné dans les faits saillants, le Conseil ajoutera un programme PP3 dans l'Ouest dès la rentrée scolaire. L'objectif numéro 4, optimisation des processus, les indicateurs, diminuer la lourdeur des processus qui sont travaillés, donc diminuer les délais, le nombre d'étapes, le nombre de reprises, diminution du degré d'effort requis pour naviguer les processus qui ont été travaillés, un sentiment d'auto-efficacité en matière d'amélioration au niveau des processus. Maintenant, les produits livrables, des mesures des indicateurs de rendement, mise en priorité et plan d'action pour optimiser les processus à valeur ajoutée sur les 3 prochaines années, optimisation et automation des processus en lien avec les recommandations des vérificateurs internes, et stratégie et plan de communication afin de bien gérer les changements. Maintenant, au niveau de la saine gestion et de la gestion des risques, les indicateurs, le taux de conformité aux directives administratives à risque élevé, donc de la surveillance, un taux de déploiement des recommandations des rapports des vérificateurs internes et externes, donc un redressement, une amélioration, taux de satisfaction des usagers en matière de communication interne, les produits livrables, un intranet, développement d'un intranet, un cadre de gestion des risques, un cadre de gestion de l'information, un inventaire des directives administratives liées à la saine gestion des risques élevés
et un plan de mise en œuvre des recommandations des vérificateurs internes et externes. Et ceci, ceci met fin à la présentation du 7, mais le Conseil a toujours le loisir de l'approuver ce soir ou le 21 juin prochain. On vous donne les prochaines dates que le ministère nous demande de soumettre de différents rapports et le budget revisé. Merci. Merci, M. Belrose. Merci, Mme Brisson, pour la présentation. C'est toujours une présentation on ne sait jamais comment ça va être présenté parce que ce n'est pas un sujet facile, mais vous avez toujours le moyen de trouver les mots pour pouvoir bien l'expliquer pour qu'on puisse bien le comprendre. Donc, merci beaucoup. Alors, je vais prendre les questions. Conseiller mariage. Merci, Mme la Présidente. D'abord, avant de commencer, je veux féliciter l'équipe aussi. M. Sirois, votre équipe, M. Belrose, vos équipes. C'est toujours une présentation, comme la Présidente a dit, qui nous permet de saisir des choses assez complexes de façon assez conviviale. Je parlerai pour moi qui ne comprend pas beaucoup dans le monde financier. Ma question, c'est peut-être plutôt un commentaire, puis si vous voulez commenter par la suite, sentez-vous à l'aise de le faire. Mais une chose qui m'a sauté à l'œil, puis ça fait des mois qu'on nous sensibilise au manque d'enfants en difficulté. Puis le voir noir sur blanc, j'avais juste un mot wow quand j'ai vu que juste dans notre conseil, il va y avoir un manque de 2 millions. Puis si on commence à regarder ça à l'échelle de la province, dans un monde où les services d'enfance en difficulté, les demandes sur notre personnel, sur les services spécialisés augmentent chaque année, on va avoir 2 millions de moins dans la banque pour ces jeunes-là. J'ai pas la réponse. Puis je pense que si on aurait la réponse, ce serait plus facile, mais je veux dire, je sais qu'on, sous la présidence de la conseillère Briand, le CCED est très actif dans ce dossier-là, puis on va vous appuyer à ce niveau-là, évidemment. Mais je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire comme table, si on peut concerter nos efforts avec autres conseils, ou qu'est-ce qu'on peut faire, mais je pense que, je veux dire, je sais pas s'il y a d'autres conseillers alentour de la table qui reçoivent des demandes de parents dans leur comté pour des services dans les écoles pour leurs enfants qui sont en difficulté, peu importe la difficulté que ces personnes-là ont. Mais je sais que moi, dans mes courriels, j'en reçois assez régulièrement. Puis, en tout cas, c'est comme j'ai dit, c'était plus un commentaire que d'autres choses, mais ça m'a vraiment sauté noir sur blanc, expliqué de la façon que Mme Brisson l'a expliqué. J'avais pas les mots pour décrire le sentiment que j'ai senti quand j'ai vu qu'il va y avoir 2 millions de moins de services pour ces jeunes-là. En tout cas, je laisserai ça là. Oui, c'est un élément, on en parle souvent, de l'enfance en difficulté. Comme vous l'avez indiqué également, les besoins sont de plus en plus grands. Moi aussi, je reçois des courriels et je suis certaine autour de la table, on a beaucoup de parents qui sont inquiets de qu'est-ce que ça veut dire. Je peux vous dire également au nom de l'AFO-CFC, c'est au niveau politique, c'est un sujet qu'on apporte de l'avant de plus en plus au niveau du ministère également. Puis entre nous, c'est un manque de 2 millions, mais on peut s'imaginer dans les conseils, dans les régions comme dans le nord de l'Ontario où les coupures peut être encore plus grandes et également, comme ils ont moins de services aussi, peut être encore plus difficile. Donc, on veut se concerter et c'est une des raisons pourquoi notre association provinciale veut se pencher sur ce dossier-là aussi de très près. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, M. Sirois. Je pense que c'est plus que les conseils francophones. C'est un problème dans le système à la largeur. Je peux juste imaginer le chiffre que le TDSB, par exemple, aurait. Leur chiffre serait, en tout cas, je veux même pas imaginer leur manque à gagner dans cette enveloppe-là, mais ça semble être une logique dans la formulation complètement à l'envers. Ça devrait être, pour moi, à l'inverse, mais en tout cas.
J'ai quelques commentaires à faire, dont un qui est en ligne avec ce que vous avez fait comme commentaire. N'oubliez pas, lors de la session de travail que nous avons eue, nous avons identifié dans notre plan de démarchage politique l'enfance en difficulté et le financement comme une priorité, dont il y aura sûrement du démarchage politique à faire dans ce domaine-là. Deuxièmement, l'impact de cette formule-là n'est pas la même pour tout le monde. On est passé d'un modèle qui répondait aux besoins des élèves avec les AS2 et 3 et 4. Je vous épargne cette chose-là. Puis on est allé dans un modèle prédictif qui est une formule mathématique qui s'éloigne carrément des besoins de l'élève. Et il y a des conseils scolaires anglophones qui ont poussé très fort derrière ça, qui ont été gagnants là-dedans. Ça fait que je peux vous dire que on savait à l'avance que quand le ministère était pour faire la mise en œuvre progressive de cette formule-là, on avait eu des indications du ministère, de certains gens influents du ministère de l'Éducation qui ne seraient pas à l'avantage des conseils scolaires de langue française, et on en voit le résultat aujourd'hui. CODELF et CODEC en ont fait également une priorité au niveau de revendiquer au niveau administratif un changement à la formule. Et je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, on a eu une conférence téléphonique avec CODELF pour se faire, on a eu une demande au ministère d'étudier la question que s'il y avait plus d'argent investi l'an prochain en enfance en difficulté, où elle devrait aller, quels sont les critères qu'on devrait ajouter. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus une sensibilité au fait que la formule qui est difficile à comprendre, qui est difficile à mesurer, quels sont les facteurs de pondération. Il y en a 27, lesquels ont plus d'influence sur la formule de financement. Mais on surveille ce dossier de près et vous allez faire partie, par le plan de démarchage du Conseil, dans une démarche politique également. Donc, il y a des efforts concertés de partout et il y a un mécontentement généralisé au sein de la province. Okay. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'était clair. Parfait. Oui, conseillère Doré? Juste un commentaire. Je trouve excellent qu'on ait pu garder le même taux de service de qualité à nos élèves en subissant un manque à gagner de 5 millions et plus. Alors, chapeau, ça peut dû être un travail facile, mais je vous félicite, Monsieur le directeur, pour ce travail. Oui, votre équipe. Parfait. Moi, je prends vos remerciements et je les envoie là parce que je veux dire une chose. À tous les fois qu'ils sont venus à la table, ils avaient des solutions et c'est ce que j'ai grandement apprécié. Puis je réitère le travail des gens autour de la table parce que au cœur de nos décisions, c'était l'élève. Et c'est ça qui a guidé toutes nos décisions. Et c'était très clair que c'était pas la salle de classe qui était pour subir les pressions budgétaires. Donc, chapeau à tout le monde qui était autour de la table. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous avons 2 recommandations. Que le document Prévision budgétaire 2016-2017 soit reçu tel que présenté lors de la séance ordinaire du CE-CCE du 7 juin 2016. Proposé par conseillère Burns, appuyé du conseiller Lemelin. En faveur? En faveur. Parfait. Parfait, c'est adopté. Et que le CE-CCE approuve les prévisions budgétaires 2016-2017 d'une somme de 325 734 et 780, telles que présentées lors de la séance ordinaire du CE-CCE 7 juin 2016, parce qu'on va le passer aujourd'hui, le 7 juin 2016. Donc, proposé par la conseillère Doré, appuyé de la conseillère Briand. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Donc, encore, merci beaucoup pour tout le travail et puis allez vous reposer là, pour être prêt pour le prochain. Donc, merci beaucoup encore à l'équipe des finances. Maintenant, au point 9, le rapport de la séance à huis clos, nous allons attendre parce qu'on n'a pas terminé le huis clos encore. Pardon? Vous êtes pas aussi vite que Robin. Chacun notre tour. Parfait. Et les autres items, nous avons seulement l'auto-évaluation. Donc, au niveau de l'auto-évaluation, je pense, au niveau des décisions, le budget répond là, à toutes les demandes et toutes les priorités qu'on doit apporter comme telles dans la salle de classe. Oui, conseiller Thibodeau. C'est ma 5e année, mais j'arrive vraiment à comprendre. J'ai l'impression que la présentation est vraiment, vraiment bien faite. Parce que j'arrive à comprendre l'essence d'un budget qui me semblait si compliqué. Là. Peut-être l'expérience aussi, là, mais c'est une fois par année. Mais cette année, je trouve que c'est encore extrêmement bien fait et pertinent.
Le commentaire. Donc, je vais suspendre la rencontre publique à 20h05, proposée par conseiller mariage, appuyé du conseiller Boudria. En faveur? Parfait, c'est adopté. Donc, bonsoir tout le monde en ligne et je vous souhaite une bonne soirée.